Bonjour à tous, donc Gaëlle Poudès, référente territoriale sur le Gers pour l'IREPS Occitanie. Donc la matinale d'aujourd'hui, ça va aborder la pleine conscience et l'autocompassion avec le programme Mindful Self Compassion. Bon, je ne parle pas anglais, donc désolée pour l'accent. Donc, elle va être animée par Monsieur Thierry Cardozo, donc médecin de santé publique à Santé publique France. Pour vous resituer un petit peu le contexte, la matinale est portée par l'IREPS Occitanie dans le cadre du DRAPS, que je vais détailler après, et c'est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, l'IREPS Occitanie, c'est une association de loi 1901, qui œuvre dans l'éducation et la promotion de la santé avec 5 missions principales. Donc, apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action. Donc, sur chacun de vos territoires, de vos départements, vous avez des référents territoriaux pour vous apporter des appuis méthodaux s'il y a besoin. Les référents territoriaux et l'IREPS Occitanie en général contribuent aux politiques publiques et l'animation des territoires. Ils développent des programmes aussi à caractère régionaux et locaux. Au niveau de l'IREPS, on propose aussi des formations pour justement favoriser la montée en compétences des professionnels. Et on propose aussi de l'appui documentaire avec 2 centres de ressources, un au niveau de Toulouse et un au niveau de Carcassonne. Donc, qu'est-ce que le DRAPS? Parce qu'aujourd'hui, la matinale, c'est dans le cadre du DRAPS Occitanie. Donc, ces matinales, DRAPS Occitanie, c'est dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé, ce dispositif a pour but de faciliter la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs du territoire et des décideurs. C'est un dispositif partenarial qui est régional et qui diffuse donc différents outils, qui peut aussi mettre en place des formations. Si vous êtes déjà allé sur le site du DRAPS, vous verrez qu'il y a sur toute l'année des formations de programmées. Il y a 2 formations par département généralement qui sont proposées. Ces formations sont financées par l'ARS Occitanie et sont déployées en fonction des besoins des territoires. Donc, si vous avez déjà participé, par exemple, à un comité départemental DRAPS, c'est dans ces moments-là où sont décidées les thématiques des formations. Les matinales ont pour principaux objectifs de valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle et mobilisant des données probantes, de favoriser des échanges sur les pratiques de la recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets, d'évoquer des freins et des conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et d'aborder tout ce qui est question de mise à l'échelle d'un territoire à l'autre. Concrètement, aujourd'hui, donc, pourquoi s'intéresser à la pleine conscience associée à l'autocompassion? J'emploie ces termes parce que Mindfulness Self-Compassion, donc c'est pleine conscience et autocompassion, mais ça, on va le détailler après. Concrètement, la promotion de la santé en pleine conscience a débuté aux États-Unis dans les années 80, puis n'a cessé de se développer parce qu'on a pu démontrer de nombreux effets positifs, comme notamment le bien-être physique et psychique des individus, la gestion efficace des émotions ou encore l'interaction sociale satisfaisante ou des habitudes de vie plus saines. Tout ça, bien sûr, va être détaillé par la suite. Par Monsieur Cardozo. Donc, juste pour vous resituer, donc aujourd'hui, c'est la première matinale d'un cycle de conférences Mindfulness. Donc, vous avez la première aujourd'hui sur l'autocompassion, vous en avez une en septembre et une en octobre, donc qui porteront une plus sur la parentalité et l'autre plus sur la gestion du stress par la pleine conscience. On a aussi fait une bibliographie bien spécifique sur l'apport de la pleine conscience en promotion de la santé qui vous sera transmise par la suite. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Cardozo qui va du coup vous présenter plus spécifiquement Mindful Self Compassion. Bonjour, merci beaucoup Gaëlle. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, remercier l'IREPS Occitanie pour l'organisation de ce cycle de conférence et de m'avoir invité. Alors, juste en 2 mots quand même pour vous dire pourquoi je suis là ce matin. Je suis médecin de santé publique, comme l'a dit Gaëlle. Je travaille
à Santé publique France, dont l'une des missions est effectivement de repérer des interventions probantes, efficaces ou prometteuses qui ont fait l'objet de littérature scientifique. Et j'étais amené à m'intéresser plus particulièrement à la mindfulness maintenant depuis un certain nombre d'années. Mais je me suis formé d'ailleurs en tant qu'enseignant à la fois à l'université en Belgique et également à l'université à Berkeley en Californie. Je déclare tout de suite que je n'ai aucun lien d'intérêt particulier, plutôt conflit d'intérêt. J'ai effectivement un grand lien d'intérêt avec la prévention et les interventions probantes. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a la chance d'avoir un cycle et on pourra en effet revenir sur les différents types de programmes. Alors, tout d'abord, quand même, revenir sur qu'est-ce que c'est que la mindfulness ou la pleine conscience. J'utiliserai de manière alternée l'un ou l'autre. Et vous allez voir et peut-être mieux comprendre au fur et à mesure, je l'espère. Donc, c'est tout simplement, en fait, un processus attentionnel qui, évidemment, est l'apanage de tout être humain. Donc, il n'y a rien de particulier. Tout le monde a la capacité de faire l'expérience de la pleine conscience. La différence ici, c'est qu'on va parler d'un entraînement, en fait, et donc, vous allez voir que c'est un processus qui est déclenché de façon volontaire. On a tous des moments de pleine conscience dans sa journée. Ici, il s'agit de décider de façon complètement délibérée de se tourner vers l'expérience qui se déroule d'instant en instant, c'est-à-dire déjà la reconnaître et d'utiliser tout ce qui est à notre disposition, à savoir les 5 sens, plus notre processus mental, on pourrait presque le qualifier de 6e sens, et d'apprendre à se familiariser en fait avec ce processus mental qui est en œuvre. En d'autres termes, les pensées avec une certaine qualité, et c'est ça qui est important et qui va amener finalement la qualité de cette manière d'être en relation avec la réalité qui se déroule, c'est qu'on va essayer de ne pas porter de jugement de valeur du type cette réalité est plaisante ou déplaisante, ou plus exactement, on va reconnaître qu'on a des jugements de valeur, parce qu'on ne pourra pas s'empêcher en fait de juger, et donc au mieux, on va essayer en réalité de ne pas juger nos propres jugements, et j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. Accepter ce qui se déroule, que ce qui se déroule est la réalité du vécu. Le mot acceptation est parfois difficile à accepter justement. Il ne s'agit pas d'accepter les choses qui sont inacceptables, mais plutôt, en effet, quand on parle d'accepter, c'est faire le diagnostic qu'on est bien dans la réalité. Donc, c'est très différent de se résigner. Et il peut parfois y avoir une confusion entre les deux termes. Et un autre point important lorsque on pratique la pleine conscience, c'est que, évidemment, la réalité telle qu'elle va être peut nous plaire ou ne pas plaire, et donc on va plutôt ne pas chercher à rejeter ou à supprimer, notamment les choses intenses comme les émotions, mais plutôt d'apprendre à se familiariser avec une grande partie de notre réalité que j'ai nommé ici l'inconfort, qui peut aller de la frustration à la souffrance. Je dirais que c'est un petit peu comme quand on augmente le volume. On parlera beaucoup de frustration, j'y reviendrai. La frustration, je peux y venir tout de suite d'ailleurs, dans la perspective de la pleine conscience, c'est la différence entre nos attentes et la réalité du vécu. Ce que l'on va découvrir lorsqu'on pratique l'entraînement intensif dans le cadre de programmes, c'est reconnaître nos automatismes, nos schémas, la manière dont on réagit de manière automatique. Là aussi, on va y revenir. On va aussi apprendre à communiquer avec assertivité, excusez-moi pour le petit faute d'orthographe ici, sur ses ressentis et ses besoins, ce qui va être fondamental pour pouvoir entrer dans un processus qui va avoir des effets sur notre bien-être au quotidien. Alors, il s'agit ici de se rendre compte qu'en fait, on va toucher à une régulation physiologique où on va mettre en œuvre finalement l'autorégulation, ce qu'on appelle en physiologie l'homéostasie du système nerveux et des fonctions physiologiques. Et ici, c'est vraiment important, ça va être au cœur de tous les programmes
basé sur la pleine conscience, on va travailler sur la réactivité au stress, sur l'axe neuro-endocrinien engagé dans la réactivité au stress. De manière générale, lorsque nous percevons un événement comme stressant, notre cerveau va l'interpréter comme une menace. Alors, ici, ça peut paraître extrêmement dramatique. C'est dans la vie quotidienne, avoir peur d'arriver en retard à un rendez-vous, chercher ses clés dans sa poche. Voilà, dès ces petites, on va dire, tracasseries de la vie quotidienne, notre cerveau se met en mode, entre guillemets, il y a une menace, ce qui va entraîner une cascade d'événements biologiques et notamment la sécrétion d'hormones du stress. Alors, un certain nombre d'hormones, les principales qu'on connaît le plus, dont on parle le plus, c'est l'adrénaline et le cortisol. Pourquoi? Parce qu'en fait, cela va augmenter notre vigilance et ça va augmenter nos performances vis-à-vis d'une menace. Le cortisol est un anti-inflammatoire puissant, par exemple, donc d'emblée, il peut nous protéger pour réduire une douleur physique. Donc, l'augmentation de cette vigilance va se traduire par, évidemment, une augmentation de l'anxiété, puisqu'on va passer dans un mode de survie par rapport à une menace. Les chercheurs dès les années 50, comme Lazarus, par exemple, qui ont démontré, qui ont mis en évidence ce processus, parlent déjà du fight, flight, freeze, c'est-à-dire ce sont nos trois modes automatiques de réponse à une menace qui peuvent être soit l'attaque, l'agressivité, le combat, le fight, soit le flight, c'est-à-dire la fuite. Ça peut se traduire de différentes façons, par exemple le déni dans une situation que l'on ne veut pas reconnaître. Le freeze, c'est la sidération, quelque chose qui est très classique, par exemple, dans les événements très traumatiques. Réactivité automatique, c'est ce qu'on appelle aussi le pilote automatique, c'est-à-dire, et heureusement, si là où vous êtes, dans la pièce où vous êtes, tout d'un coup, un tigre entrait dans la pièce, évidemment, vous n'allez pas réfléchir, vous allez automatiquement vous mettre dans un de ces trois modes pour vous protéger. Ce que cela peut avoir, évidemment, comme conséquence, soit d'avoir un comportement agressif, qui peut se traduire lorsqu'il est tourné contre soi-même, et c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. On peut avoir un comportement auto-agressif ou de réaction de fuite ou encore de passivité. Alors ici, ce schéma, en fait, montre les deux grands systèmes sympathiques qui s'activent et donc qui va entraîner notamment la réactivité dont je viens de parler, qui va se traduire par combattre, fuir ou sidération, qui va entraîner la cascade d'événements biologiques liés au stress ou à la souffrance. Et vous voyez en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, ici, lorsque le stress n'est pas un stress aigu, ce qui est un stress aigu, en général, c'est plutôt positif, on va se sortir d'une situation difficile, mais lorsque ce mode-là ne peut pas revenir à l'état basal physiologique, alors on va parler de stress chronique, voire de stress toxique, et évidemment, avec un cortège de troubles et de pathologies qui peuvent être diverses et variées et qui vont toucher l'ensemble de l'organisme et des organes. Lorsqu'on porte son attention et cette autorégulation, en fait, on va plutôt effectuer un mouvement de balance en activant le système parasympathique qui va, lui, nous faire sortir de la réactivité et de la réaction. On va passer plutôt à une réponse consciente ou une réponse délibérée ou une réponse choisie. On va se retrouver avec des possibilités, ce qui va d'emblée entraîner d'autres types de sécrétions hormonales qui vont avoir pour un effet ressenti plus de calme, plus de connexion à la réalité. Et cette connexion à la réalité va faire retrouver ce qui est écrit ici, ce qui peut paraître parfois, en tout cas je vous laisserai juge, parfois un peu surprenant, mais on peut y trouver même jusqu'à de la joie, mais on y reviendra. Alors, pourquoi on s'intéresse à la mindfulness finalement? D'abord parce que, et vous l'avez peut-être déjà touché avec ces premières diapos,
c'est un ensemble en fait de processus qui va permettre de mobiliser des ressources que nous avons tous pour faire face au monde, j'allais dire d'aujourd'hui, mais qui a toujours existé, mais sous forme différente, avec des stimulations extérieures, en tout cas, qui changent. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, ça n'est pas un scoop pour nous tous, hein, que nous sommes de plus en plus multitâches, que la tendance automatique à la rumination, c'est-à-dire à repenser, refaire le film, refaire les scénarios de ce que nous avons vécu, mais ce qui a déjà été vécu, ou l'anticipation anxieuse de ce qui pourrait se passer tout à l'heure, plus tard, demain, après-demain, etc. Ça a été démontré par pas mal d'études que finalement, notre mental vagabonde à peu près la moitié du temps. En d'autres termes, de manière très illustrative, pendant que je suis en train de vous parler depuis le début de ce propos, eh ben, la moitié du temps, vous n'étiez pas avec moi, mais le plus surprenant, c'est que moi non plus, je n'étais pas tout à fait avec vous, ni même avec moi-même, c'est-à-dire qu'il y a une partie mentalement où je suis en train de penser à d'autres choses, à me projeter dans des préoccupations particulières ou à repenser à des choses. Alors, ce sont des pensées qui passent. Si on s'y accroche, ça peut être source de grandes difficultés, de mal-être, de difficultés dans le travail, de difficultés personnelles, de difficultés scolaires chez les plus jeunes. C'est aggravé parce que nous sommes aussi dans ce monde multitâche qui évidemment accroît les sources d'erreurs, de stress, voire d'épuisement. On parle beaucoup du burn-out et on pourra y revenir. Alors ce processus, il est finalement très simple. On va reconnaître tout simplement le vagabondage mental et plutôt que de le juger comme étant une défaillance, on va simplement se rappeler que ce vagabondage mental, c'est notre fonctionnement naturel. À partir du moment où vous avez ici les zones du cerveau, je vais y revenir, je ne suis pas moi-même un grand spécialiste des neurosciences, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, ce sont des zones du cerveau particulières qui ont bien été identifiées, qui vont s'activer. Et à partir du moment où on va rentrer dans ce processus attentionnel, on va activer différentes zones du cerveau. Et c'est par ce processus attentionnel, en se focalisant et puis en élargissant, donc ces différents stades, on se concentre d'abord sur une tâche particulière et ensuite on élargit la conscience à l'ensemble de la réalité vécue, d'où le mot pleine conscience en français, qui va entraîner cette autorégulation, notamment hormonale. Alors, comment ça marche et quels sont les mécanismes? Il y a différents mécanismes qui ont été depuis de nombreuses années, comme Gaël, étudiés maintenant. Ça fait pratiquement 40 ans qu'il y a des études, une bonne trentaine d'années, qu'il y a des études sérieuses sur le sujet. Il y a effectivement cette conscience interoceptive, c'est-à-dire la façon dont on va percevoir nos fonctionnements intérieurs, c'est ça l'interoception. Par exemple, la sensation de faim, c'est l'interoception. Quand on ressent la faim, eh bien, on va avoir un comportement qui va essayer d'obtenir la satiété. Donc, ça va d'emblée être un élément qui peut permettre, lorsque c'est délibérément choisi et de manière équilibrée, d'améliorer des comportements de santé, par exemple, ou de gestion du stress. L'autorégulation intentionnelle, évidemment, peut avoir des effets d'amélioration de performance, de flexibilité cognitive, c'est-à-dire cette capacité, finalement, à ne pas être noyé dans ses émotions, à retrouver des possibilités plus créatives. L'autorégulation émotionnelle, eh bien, c'est de ne pas être prisonnier dans cette réactivité. Et grâce à l'acceptation et non-jugement, on va diminuer l'impulsivité, peut-être dans certains traits de caractère qu'on peut retrouver, ou les tendances à la rumination, et donc, bien évidemment, des effets démontrés sur les relations sociales. Le changement de perspective, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on est trop pris dans une situation, grâce aux pratiques attentionnelles, en fait, on va obtenir ce qu'on appelle la diffusion cognitive, c'est-à-dire qu'on va être moins identifié par exemple, si on est en colère, on ne va pas dire je suis en colère, mais on va juste reconnaître la colère, on va se désidentifier, se défusionner, se décentrer, et donc, en reconnaissant ce qui se passe, plus de créativité, plus de capacité à résoudre
des problèmes, plus d'empathie et de compassion va venir. Et enfin, la bienveillance envers soi, ça va être le sujet de la deuxième partie, ce qu'on appelle l'autocompassion, et on va y revenir. Alors, beaucoup de recherches, comme je l'ai dit. Vous avez ici en France Antoine Lutz, qui est probablement un des plus grands chercheurs au monde sur ces questions-là. Il travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et il travaille de manière très étroite en collaboration avec Richard Davidson, qui est dans le Wisconsin au Centre de recherche sur le cerveau. Je dirais l'autorité sur les différentes recherches, notamment la méditation, mais pas que, la santé mentale, la santé périnatale. Ils ont été les premiers à travailler sur l'impact de l'entraînement mental de l'attention et mettre en évidence les différents circuits neuronaux sur des méditants évidemment très expérimentés. Ici, ce n'est pas pour tout comprendre, mais juste pour montrer que ce sont différentes zones du cerveau, sont les premiers à avoir démontré en fait que ce processus attentionnel en fait révélait différents circuits neuronaux, ce qu'on appelle ici le mode par défaut, qui est en fait la différence entre les circuits neuronaux qui sont engagés dans la reconnaissance de l'expérience comparé à l'histoire qu'on se raconte sur l'expérience. Et donc les premiers, en fait, les premières recherches, ils ont demandé, Richard Davidson, Antoine Lutz, ont demandé à des méditants expérimentés, ici c'était notamment un groupe de moines bouddhistes, qui méditent énormément d'heures par jour, de leur demander de méditer sur la compassion. Et ils ont fait une découverte assez surprenante, c'est que l'entraînement, en fait, entraînait des modifications physiques structurelles du cerveau de manière inédite, et notamment en lien avec ici les ondes gamma, c'est-à-dire l'activité cérébrale qui notamment est accrue lorsque on est conscient de l'expérience, et surtout c'est l'équivalent un petit peu de l'activation lorsque on a une activité artistique très créative. Ils ont comparé à des gens qui n'avaient jamais médité, puis ils ont comparé à des gens qui avaient commencé des programmes de méditation, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une modification à partir du moment où on commençait à s'entraîner. Et donc, ils ont déjà suggéré à ce moment-là l'effet central de l'entraînement. Et ça, j'y reviendrai, il s'agit bien d'un entraînement. Et donc, en effet, l'insula, le cortex cingulaire antérieur, qui sont les zones notamment impliquées dans ces mécanismes de réponse empathique à la douleur de l'autre, et on va y revenir, c'est le sujet de la compassion, ils ont pu vraiment entraîner le ressenti des émotions positives, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'émotions positives, c'est devant la souffrance ou la douleur de l'autre, ne pas être simplement noyé, ça c'est plutôt l'empathie, on ressent la douleur, mais on peut être coincé, ça parle parfois d'empathie d'ailleurs toxique, qui peut mener au burn-out, par exemple chez des soignants, mais chez aussi d'autres personnes, évidemment. L'émotion positive, c'est cette émotion qui va dire « Ok, je reconnais, je ressens la douleur de l'autre, mais j'ai une motivation à agir », et c'est le propos même du programme Self-Compassion. Ici, juste pour vous montrer l'expansion des recherches depuis les années 80, il y a eu en 2019, par exemple, presque 2000 publications sur les différents programmes, les recherches. Il y a des perspectives très importantes. Ici, c'est une dernière méta-analyse de l'Université de Brown qui a été le premier à ouvrir, qui était d'abord dans le Massachusetts, à Boston, ouvert le centre de mindfulness, de recherche. Et donc, vous avez, par exemple, une dernière méta-analyse qui a fait le point sur les effets sur la santé étudiés et reconnus aujourd'hui par rapport à un programme intensif de 8 semaines qui s'appelle MBSR. Les pionniers qui ont mis au point ces programmes, on appelle intervention basée sur la pleine conscience, sont ici Jon Kabat-Zinn en haut, qui a créé MBSR, qui fera l'objet
d'une autre conférence. Il y a eu des psychiatres comme John Tisdale, Mark Williams à Oxford, qui ont adapté MBSR en y ajoutant des éléments de thérapie cognitive, et ils ont pu démontrer, il y a eu un article dans le Lancet qui avait fait pas mal de bruit, de montrer que le programme MBCT en fait pouvait permettre de prévenir la rechute dépressive. Donc c'était pour des personnes qui avaient déjà eu 2 ou 3 dépressions, et donc sous certaines conditions était en tout cas aussi efficace entre guillemets que la prise de médicaments. Alors évidemment, il y a toujours plein de limites dans ces études, mais ça a quand même mené à ce que le National Health Service, c'est-à-dire l'équivalent de la sécurité sociale, a pris en charge, dans certains cas, des indications de programme MBCT en Angleterre. Les principaux résultats qu'on a pu avoir, qui ont pu être démontrés par tout un tas d'études maintenant, sont la réduction de l'anxiété, la dépression, j'en ai parlé, une plus grande capacité à gérer la douleur chronique au quotidien, et ça a changé la vie de beaucoup de gens. C'était probablement la première indication de l'idée de John Kabat-Zinn, d'ailleurs, d'aider les personnes qui avaient des maladies chroniques, voire des diagnostics qui réduisaient en tout cas leur durée de vie, et donc qui permettaient de mieux vivre avec des maladies chroniques ou graves. Beaucoup de travaux ici, le troisième visage en bas, c'est Judson Bauer, qui est maintenant le directeur scientifique de l'Université de Brown, du Centre de Mindfulness, qui travaille énormément sur l'addiction, notamment sur le tabac et l'arrêt du tabac par les pratiques de mindfulness. Et puis Richard Davidson avait aussi fait des études pour montrer les effets sur le système immunitaire. Il y a d'autres effets sur le vieillissement, la réduction des télomères. Vous savez, c'est les chromosomes lors du vieillissement qui raccourcissent. Et donc, il y a des études en ce moment, notamment à Caen, à l'INSERM, menées par Gaël Chetla, sur le vieillissement. Juste un point important, c'est que, et là j'insiste, il y a une différence entre ce qu'on appelle méditation, voilà, chacun peut faire l'expérience de la méditation. Ici, on parle vraiment de programmes basés sur la mindfulness, donc qui intègrent des pratiques formelles de méditation, mais qui relèvent de tout un programme en règle générale sur environ 8 à 9 semaines. Ça nécessite quand même un certain nombre de précautions, et donc les personnes qui instruisent ces groupes doivent respecter un certain cadre éthique, de ne pas nuire en fait, hein, c'est toujours ce cadre éthique édicté par Hippocrate. Et donc, il est important de détecter chez les volontaires participants sous forme de questionnaire, d'entretien individuel pour savoir s'il y a des troubles particuliers, notamment d'ordre psychologique ou psychiatrique, qui pourraient être des contre-indications à la participation à un entraînement intensif, encore une fois, pas simplement méditer pendant 5 ou 6 minutes. Voilà, donc je vous propose maintenant qu'on entre peut-être plus sur ce programme Mindfulness Self-Compassion, dont la photo ici des 2 personnes qui ont créé ce programme, et ici la référence de la première étude pilote, un essai contrôlé randomisé sur ce programme, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu ce programme versus des personnes qui n'ont pas bénéficié de ce programme. Donc Chris Jammer et Christine Neff, qui sont tous les 2 docteurs en psychologie à l'université du Texas à Austin et également à Harvard. Ils se sont bien évidemment inspirés du MBSR, ils ont travaillé avec John Kabat-Zinn, et ils se sont concentrés sur cette histoire d'autocompassion. Et donc, de quoi parlons-nous? Alors, c'est le premier programme qui existe et qui fait l'objet, encore une fois, d'évaluations scientifiques, et qui permet le développement de l'autocompassion. J'en ai un petit peu parlé très vite tout à l'heure. Juste une petite précision vocabulaire.
L'empathie, c'est ressentir la souffrance de l'autre, cette capacité à se mettre à la place, mais avec toujours ce risque de fatigue empathique que peut-être tout un chacun a déjà ressenti, ne serait-ce que l'empathie envers un proche, par exemple, malade ou en difficulté. La compassion ou l'autocompassion, lorsque ça se tourne vers ses propres difficultés, souffrances, c'est rajouter l'action, en gros, c'est-à-dire la motivation à soulager la souffrance de l'autre ou sa propre souffrance. Et donc, ça va avoir pour effet de protéger cette fatigue empathique et de garder finalement, tout à l'heure je parlais de la joie, cette joie de reconnaître qu'on est capable de faire quelque chose en fait pour réduire la souffrance. Vous avez ici un certain nombre de références, des articles qui ont été publiés, il y a pas mal de travaux, ils ont aussi écrit des livres qui expliquent les études qui ont été faites sur la compassion. Il y a de plus en plus de publications sur l'effet de la compassion. Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit, une sensibilisation vis-à-vis de la souffrance de l'autre personne. Donc là, on parle de souffrance au plan cognitif. Bien sûr, on ressent aussi une émotion qui va survenir lorsqu'on est confronté à la souffrance de l'autre ou à la sienne. Et là, pardon, ça a bougé. Et là, on va avoir au plan endocrinien le lien qui se crée avec la souffrance de l'autre, avec la sécrétion notamment d'ocytocine. Et puis cette motivation pour atténuer la souffrance, là, on va mettre en œuvre le système d'entraînement dans le cerveau, ou le système de décision qui, lui, va faire sécréter la dopamine. Alors, la compassion, ça implique reconnaître la douleur ressentie par l'autre, d'où l'intérêt de la mindfulness, de reconnaître la réalité. La compréhension de la différence entre la douleur et la souffrance. Alors, ce qu'on dit lorsque l'on pratique la mindfulness, excusez-moi, ça tourne tout seul, c'est que la douleur, c'est inévitable, c'est ce qu'on ressent. La souffrance, elle vient lorsqu'on rajoute à la douleur le jugement, l'histoire, le storytelling, comme disent les Anglais, l'histoire qu'on va se raconter sur la douleur. Et c'est probablement ça qui va générer le sentiment de souffrance. Ça implique bien sûr d'avoir de l'empathie, ça implique d'accepter la personne qui souffre. Ça, c'est pour se rendre compte que parfois, on a tellement d'empathie que ça nous fait souffrir et donc on a du mal, en fait, à accepter la souffrance de l'autre et on peut avoir cette tendance à rejeter. C'est ce qu'on peut voir, je suis désolé, ça bouge tout seul, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, lorsque, et ça arrive malheureusement chez certains soignants, qu'on appelle le blindage. On est tellement confronté à la souffrance qu'on va se construire une carapace pour pas soi-même souffrir. Et donc là, la motivation en fait à réduire la souffrance chez l'autre disparaît. Et si on la retravaille, c'est ce qui va permettre d'accepter que l'autre souffre sans soi-même être complètement embarqué par l'empathie et souffrir soi-même. Et donc, c'est cette motivation à agir qui va être la composante particulièrement importante de la compassion. Alors du coup, l'autocompassion, c'est ce sur quoi ont travaillé notamment Christine Neff, mais aussi Christophe Germer, c'est qu'ils se sont rendus compte, si on reprend notre schéma du fight, flight, freeze, attaque, fuite ou sidération, c'est que finalement, Christine Neff a développé un peu ce qu'on pourrait appeler les antidotes du fight, flight, freeze, par d'abord se rendre compte de l'auto-jugement sévère qu'on peut avoir, donc cette compréhension de soi-même. Alors on parle de kindness en anglais, traduit ici par gentillesse. On sait à quel point en français le mot gentil ou gentillesse est souvent synonyme de faiblesse. Ici, c'est une composante d'une force absolue qui est être gentil envers soi-même. C'est un engagement et on peut tous mesurer à quel point au quotidien ça peut être extrêmement difficile. Le deuxième antidote, c'est voir son expérience comme faisant partie de l'expérience humaine plus large, plutôt que c'est mon problème, c'est ma difficulté, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer ce que je souffre, etc. Ce qui va avoir tendance à nous séparer finalement
des autres et nous isoler. Et puis, c'est les pensées et les sentiments sur notre douleur ou sur notre souffrance, de les conserver dans une conscience plutôt équilibrée que de s'identifier excessivement à eux. Je souffre, je suis en colère, etc. Donc, tous ces composants vont favoriser la compassion vers soi-même. Et donc, ça va être un entraînement, puisque je pense que nous pouvons tous mesurer à quel point c'est très difficile dans la relation avec soi-même. Certains disent, par exemple, que c'est toujours plus facile d'être compassionnel envers les autres qu'envers soi-même. Je vous invite à expérimenter cela et à voir ce qu'il en est pour vous-même. Alors, surtout, ce dont les recherches qui ont travaillé sur l'autocompassion, elles ont surtout montré qu'en s'entraînant, ça nous permettait de développer et maintenir un équilibre émotionnel et surtout, de nouveau, favoriser cette fameuse autorégulation dont je parlais tout à l'heure. Comment ça se traduit, ces trois composantes de l'autocompassion dans ce programme? Pour résumer ici le tableau, la réponse au stress, le fight, l'agressivité, le combat, contre soi, ça va se traduire par l'autocritique régulière, voire permanente chez certains, l'autodépréciation. Je ne suis pas au niveau, je ne fais pas bien les choses, je n'y arriverai jamais, etc. Ce que propose Christine Neff dans le programme, c'est de travailler sur cet antidote qui est le self-kindness ou la gentillesse envers soi. On va voir au travers de quelques exercices qu'elle propose comment on peut travailler ça. Le flight, la fuite, le déni, ce que je disais, c'est que quand c'est retourné contre soi, ça va entraîner vraiment un sentiment d'isolation. Et donc, l'antidote, c'est s'ouvrir au fait que je suis un être humain, ce que je ressens, d'autres le ressentent. Il ne s'agit pas de minimiser ma souffrance, mais il s'agit de se rendre compte que je vis tout simplement, entre guillemets, même aussi douloureux que ça puisse être, une expérience humaine. La sidération, le freeze, c'est cette rumination permanente, c'est mon problème, vous ne pouvez pas comprendre, c'est ma souffrance, elle est singulière, elle est exceptionnelle. Et donc là, l'antidote, c'est tout simplement avoir conscience de ce qui est réellement. Lorsque je dis j'ai en ce moment énormément de problèmes, qu'en est-il à cet instant? Comment je me relie à la réalité? Et c'est tout l'enjeu de l'entraînement à la mindfulness. Alors, gentillesse, douceur, kindness, vous pouvez trouver les mots que vous voulez, chacun développera son vocabulaire qui lui convient. En tout cas, voici en miroir, lorsqu'on est auto-agressif, on peut être jugeant, dur, et donc la proposition, c'est plutôt d'essayer de prendre soin de soi et être compréhensif. Tous les exercices vont vont permettre de s'entraîner à cela. Chaque fois qu'on va reconnaître une composante jugeante et dure en soi. L'attaque contre soi va plutôt être contrebalancée dans ce système d'autorégulation par essayer de s'accepter tel qu'on est maintenant. Donc, il ne s'agit pas de se définir d'une manière identitaire, mais plutôt de reconnaître ce qui est en train de se passer à cet instant. La mindfulness, encore une fois, c'est un entraînement attentionnel d'instant en instant. Et quand vous vous rappelez qu'on a 50% du temps de vagabondage mental, on peut vite partir dans de l'imaginaire, dans de l'histoire qu'on se raconte sur ce qui se passe en nous ou pour nous. Le passage en force du quoi qu'il en soit, ça aussi, c'est une composante classique qui correspond à l'auto-agressivité. Je vais le faire quand même si j'y arrive pas, je continuerai à le faire. Donc là, c'est plutôt s'arrêter de combattre qui est proposé sous forme d'exercice et d'entraînement. Et en règle générale, lorsqu'on est confronté à un problème, on veut d'abord régler le problème. Quelqu'un qui vous a agressé verbalement, par exemple, on a envie que ça n'ait pas eu lieu. Donc, on va essayer d'aller se battre contre la personne pour qu'elle change son discours. Et ici, on va plutôt se dire, la première des choses, la priorité, l'urgence, c'est de prendre soin de l'impact que telle agression verbale a pu avoir sur moi. Et donc, je vais d'abord m'intéresser à mon ressenti. Qu'est-ce qui se passe en moi quand on me parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe en moi pour pouvoir ensuite retrouver cet espace de liberté d'agir, de possibilité, en sortant du pilote automatique de la réactivité. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? L'humanité commune, donc pour lutter contre cette isolation
d'avoir l'impression que ce qu'on traverse n'arrive qu'à soi, eh bien, c'est, comme je disais tout à l'heure, avoir la conscience que tout le monde fait l'expérience, par exemple, de l'échec, fait des erreurs régulièrement dans sa vie, et que c'est intrinsèque à la condition humaine. C'est en réalité tout à fait normal. Je suis désolé, ça saute automatiquement. C'est tout à fait normal. J'en veux pour preuve, moi qui m'occupe de périnatalité, lorsqu'un enfant apprend à marcher, vous savez comme moi, qu'il passe son temps à tomber et c'est normal et il en rigole. Alors, je prends cet exemple qui n'est pas un exemple dramatique, mais on peut transposer tout à fait dans ce qu'on labellise échec, qui n'est en fait qu'une expérience. Se sentir isolé par rapport à ceux qui ont une vie normale joyeuse, qui est assez classique lorsque on vit quelque chose de difficile, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, et on se dit, et on regarde les autres, on se dit, mais eux, ils n'ont pas de problème. Et en fait, on va s'entraîner à plutôt entrer en connexion avec les autres. Alors, la mindfulness, qu'est-ce qu'elle amène? En anglais, on parle de unawareness, c'est-à-dire de ne pas être conscient de ce qui se déroule dans l'instant. C'est plutôt l'idée de fuite ici. En tout cas, on continue à aller dans quelque chose d'automatique, sans pause, de croire au récit négatif qu'on se raconte intérieurement, je ne suis pas au niveau, pardon. Et effectivement, on va passer son temps à avoir des jugements, des réprobations, voire de se punir, entre guillemets. Ça peut paraître brutal, mais malheureusement, c'est la réalité. Et donc, la mindfulness, c'est la prise de conscience de la réalité dans l'instant. Donc, c'est déjà l'invitation à faire une pause. Comment je me sens? Peut-être que tout simplement, je suis fatigué à cet instant plutôt que de dire que je suis maladroit. Observer le discours intérieur négatif sur soi-même. J'ai fait tomber quelque chose, je suis incapable, je suis maladroit, j'y arrive jamais, je ne suis pas un bon bricoleur, etc. Donc, on va aller chercher tout ce discours intérieur négatif qui entretient ce récit négatif qu'on se raconte intérieurement. Et la conscience des jugements, des réprobations, des punitions qu'on s'inflige. On est fatigué, mais on continue à se dire qu'il faut absolument qu'on fasse ce qu'on avait prévu de faire. Par exemple, je prends des exemples assez simples dans la vie quotidienne plutôt que dramatiques, puisque c'est finalement sur les choses très simples du quotidien qu'on va apprendre à travailler, les événements qu'on considère agréables, les événements qu'on considère désagréables. Alors, qu'est-ce que n'est pas l'autocompassion? Ça, c'est important. Souvent, on pense que si on s'intéresse à soi, et l'éducation souvent est très forte là-dessus, c'est sois pas égoïste, etc. Donc, non, l'autocompassion, ce n'est pas l'égocentrisme, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas non plus la pitié envers soi-même, ni la victimisation, ni la souffrance mutuelle, tu souffres, je souffre, et on rentre dans un cycle de souffrance mutuelle. Ce n'est pas non plus l'estime de soi. La recherche sur l'estime de soi montre plutôt un sens élevé de la singularité, de l'exceptionnalisme, qui peut aussi être un peu du up and down, des montagnes russes entre je suis formidable ou je suis complètement nul, voire entraîner la jalousie. Donc, c'est vraiment des hauts et des bas émotionnels. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec l'autocompassion. Et on voit que ça se traduit au plan hormonal avec des sautes d'humeur, un flot de dopamine, je suis le plus fort, on est les meilleurs, avec un flot d'adrénaline cortisone, on n'y arrive pas, on n'est pas assez bon, on n'est pas au niveau. Alors, l'autocompassion, c'est aussi une formidable capacité à entrer en relation avec les autres. Donc, ce n'est pas du tout un isolement, comme vous l'avez vu là, c'est au contraire, si je suis capable de prendre d'abord soin de moi, alors je vais être capable d'entrer en relation avec les autres. Et on peut parler même de boucle de compassion. Je ressens la souffrance de l'autre, je comprends l'impact que ça a sur moi, je prends soin de cet impact et j'ai motivation aussi à soulager évidemment l'autre. Donc pour, par exemple, les soignants ou les enseignants ou toutes les personnes qui sont en lien ou les aidants familiaux, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui permet au quotidien de naviguer avec la difficulté plutôt que d'être bloqué dans « je vis une situation terrible », une proche familiale, par exemple, qui a une maladie extrêmement compliquée. On peut tout à fait voir, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, si vous êtes aidant familial, eh bien, c'est extrêmement difficile au quotidien si on est noyé dans l'idée qui est réelle que c'est absolument insupportable, etc. Le fait de rentrer en connexion avec les besoins, encore une fois, on apprend à reconnaître
et communiquer sur les ressentis et les besoins, alors on va pouvoir rester dans la réalité du besoin dans l'instant et y répondre. Donc ça a été démontré que cultiver l'autocompassion, ça stimule cette activité cérébrale qui évoque l'empathie et la compassion pour les autres. Donc il y a vraiment un substrat biologique à ce qui est dit là. Donc les bénéfices qu'on a pu mesurer dans les études lorsque des personnes font preuve de plus d'autocompassion au travers de cet entraînement, ils vont déclarer ou on va décrire qu'il y a moins de dépression, moins d'anxiété, moins de stress, moins de honte aussi, qui est un des points importants à vivre ce que l'on vit lorsque on est en difficulté. Donc plus de joie, plus de satisfaction de vie, plus de confiance en soi et aussi des études qui vont plus de santé physique puisque évidemment on engage une autorégulation physiologique. D'autres études qui ont montré plus de connexion émotionnellement à soi, on est plus dans l'acceptation, plus de capacité à prendre soin de soi, ce qui n'est pas facile en termes de décision. Souvent, on ne se sent pas prioritaire, c'est ce qui est bien démontré dans ce programme. Plus de grande satisfaction dans les relations sociales, plus de capacité, puisqu'on a moins peur en fait de ressentir la souffrance de l'autre. Évidemment, on va moins se protéger finalement des autres. Et ça, c'est intéressant, moins de propension à projeter les fautes sur ses relations, notamment dans le couple, via des accusations teintées de colère. Alors, qu'est-ce qui peut entraver l'autocompassion? Une raison courante pour laquelle les gens rejettent l'idée de compassion, c'est qu'ils pensent que ça va provoquer justement l'inverse, un manque de motivation pour aborder notamment ce qu'on va juger comme lacune personnelle devant la reconnaissance de sa propre souffrance, de ses limites, et donc se dire, bon, bah, ok, j'y arriverai jamais. La motivation, qui est vraiment cette capacité du cerveau à décider d'agir, et qui est fondamentale, qui est une des clés ici, l'entraînement à l'autocompassion va permettre l'augmentation de la capacité d'initiative personnelle à opérer les changements dans sa vie dont on a besoin, puisqu'on va être en capacité de ressentir et d'exprimer ses besoins à soi-même. On va avoir plus de raisons personnelles à agir et moins l'idée d'avoir besoin de l'approbation sociale dans nos actions. On est moins sensible au jugement et donc du coup, on va décider d'agir pour soi sans se dire « Ah oui, mais on risque de dire, par exemple, que je suis égoïste. » Ce qui veut dire qu'on développe plus de raisons intrinsèques que extrinsèques à agir. Ici, comment ça se traduit lorsque on a cette auto-agression qui est basée sur les émotions, par exemple la volonté de se blâmer, de se juger, de se punir, la colère, la frustration, se sentir complètement égocentré ou être concentré sur la peur de l'échec, par exemple, et la volonté de l'éviter, par l'autocorrection du système autocompassionnel, on va plutôt développer la volonté de s'améliorer, plutôt apporter du soutien à soi, à l'autre, se concentrer sur un ou plusieurs aspects spécifiques de soi plutôt que d'être noyé dans une identité complète et se concentrer sur les progrès et l'envie de réussir. Ici, c'est simplement le résumé de tout ce que je viens de dire. Il y a ici le système neurologique lié à la menace, ici le système de motivation et ici ce système d'autocompassion qui va permettre de faire le lien en fait entre le sentiment de menace et la motivation à agir. Un des éléments importants que l'on trouve dans l'entraînement à l'autocompassion et qu'on reconnaît, c'est ce discours intérieur critique. Je vais me critiquer avant que vous puissiez le faire. Et je reconnais à quel point je suis imparfait. Comme ça, ce n'est pas la peine de dire ce que je sais déjà. Et donc ça, c'est une manière de se protéger de la motivation à agir. Et c'est pour ça qu'on préfère s'autocritiquer souvent. Donc devant une situation adverse, ce que propose le développement à l'autocompassion, c'est au contraire, plutôt que de se dire ça, on va plutôt s'inviter à changer de vocabulaire. Je fais de mon mieux, je suis comme tout le monde, je suis un être humain, je ne vais pas être parfait. J'ai appris quelque chose de cette situation adverse. La prochaine fois, je pourrais faire autrement. Donc, on va s'entraîner en fait à reconnaître le vocabulaire auto-agressif et à modifier ce vocabulaire dans la vie quotidienne. Par exemple, je renverse un verre d'eau,
plutôt que de me traiter de tous les noms, je vais aller prendre une éponge et nettoyer ce qu'il y a à faire et revenir me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Ça va avoir pas mal de conséquences intrapersonnelles. Vous voyez ici les études qui ont montré les relations avec les différents types de pathologies sur la dépression, l'anxiété sociale, l'addiction, les troubles alimentaires. Les personnes qui obtiennent un score élevé en matière d'autocritique, en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont montré moins d'amis, bénéficient moins de soutien social, utilisent une communication plus négative après un événement stressant, comme on vient de le commenter ici, rapportent des niveaux plus faibles de confiance et partagent moins d'infos sur soi, bien évidemment. Il y a des causes possibles, il y a des études qui ont montré qu'il peut y avoir un lien entre les conditionnements, l'éducation qu'on a pu avoir dans l'enfance, des enfants qui sont très critiqués, tu es maladroit, par exemple, dès qu'on fait une petite erreur. Et si ça se répète, si c'est vraiment un mode éducatif, on peut imaginer que ça va s'ancrer et qu'à l'âge adulte, on va avoir une tendance plus importante à l'autocritique. Alors, en pratique, ce qui va être abordé dans ce programme, ça va être d'essayer donc de changer ce discours intérieur et de pratiquer l'autocompassion. Donc, il y a tout un tas d'exercices pendant les 8 semaines du programme. Et ce que je vous propose, avant de terminer complètement le propos, c'est peut-être juste, si vous avez une feuille de papier avec vous, un cahier, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire changer son discours intérieur critique. Donc, par exemple, vous pouvez vous imaginer une situation où vous avez été déçu de vous-même, donc vous gardez ça pour vous, il ne s'agit pas de le partager ici dans la conférence, mais peut-être de voir une petite erreur, quelque chose, ou alors un objectif plus important. Moi, je vous conseille plutôt de prendre quelque chose d'extrêmement banal dans le quotidien, parce que c'est là où vraiment, d'abord, ce n'est pas dramatique, et en plus, ça permet de voir déjà quelle est notre petite tendance, reconnaître cette voie d'autocritique et de vous dire au fond comment je pourrais m'adresser à moi d'une manière un peu plus amicale. Si je m'adressais à un ami, par exemple, qui me racontait tiens, voilà, j'ai oublié mes clés ce matin, j'en ai fait tout un drame. Quels sont les mots qui viennent lorsqu'il arrive quelque chose et finalement, par quel mots vous auriez envie d'être plus gentil, plus doux avec vous-même. Je vous propose que vous fassiez ça pendant 1 ou 2 minutes, concentré sur quelque chose qui vous est peut-être arrivé ce matin avant d'arriver, quelque chose que vous avez oublié, voilà, une petite chose que mentalement, une petite voix intérieure vous a défini, qualifié d'erreur, tu aurais pu faire différemment. Juste quelques secondes, d'écrire les 2-3 mots qui vous viennent, que vous avez pu vous adresser à vous-même, et de voir si c'est possible, en face de ces 2-3 mots, de mettre des mots plus doux, plus engageants, qui décentrent, comme je vous l'ai montré là, cette identification à je ne suis pas à la hauteur, j'ai des défauts, etc. Je vous laisse juste quelques instants. Et alors, ce que je vous propose quand vous faites ça, c'est peut-être aussi de vous connecter à vos ressentis. Qu'est-ce qui est en train de se passer quand vous reconnaissez les mots un peu durs et lorsque vous proposez des mots plus doux? Comment les choses évoluent en vous-même à cet instant? C'est aussi ce travail-là de mindfulness, pleine conscience, de rester connecté à ses ressentis et de voir comment ça se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus crispées? Comment sont les épaules? Comment est le dos? Comment sont les mâchoires? La respiration? Est-ce que vous pouvez vous connecter à ça et remarquer comment ça se lie avec des mots durs ou avec des mots plus doux, quand vous vous adressez évidemment à vous-même par rapport à cette situation. Je vous laisse encore 1 minute pour expérimenter cette aventure de l'autocompassion.
voilà, je vous aide en vous proposant là, les questions. Encore une fois, vous gardez ça pour vous, il ne s'agit pas de partager ça ici, mais voilà le type de questions que vous pouvez vous poser et comment vous entraîner au quotidien lorsque vous voulez vous entraîner de manière un peu plus intensive. Quels sont les types de mots utilisés, par exemple, accusatoire, de reproche, agressif, quel est le ton lorsque vous le faites à haute voix, quand ça vous arrive, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est en colère, est-ce que c'est plutôt de la déception? Les sentiments, ça c'est vraiment très intéressant de regarder, on ne s'en rend pas toujours compte et donc ça peut nous exploser au visage, de dire tiens en fait j'ai de la culpabilité, j'ai de la honte, je me sens défaillant. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire sur des petites choses du quotidien pour ne pas rentrer dans du blâme trop fort. Les types de messages que vous adressez, est-ce que c'est plutôt impératif, est-ce que c'est plutôt des approbateurs, est-ce que c'est plutôt des prédictions négatives de tu ne vas jamais y arriver, c'est toujours comme ça, etc. Voilà. Donc, je vous propose peut-être, juste pour terminer, il y a d'autres exercices évidemment dans ce programme. Voilà l'exemple d'exercices qui sont vraiment intéressants. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, comment traiteriez-vous effectivement un avis? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir une animation que je n'ai pas. Ça tourne tout seul. Donc, comment vous parleriez si vous vous adressiez à un ami, une proche qui souffre. Donc ça peut être intéressant, ça peut aider. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus difficile d'être autocompassionnel que compassionnel. Donc, parfois, on peut essayer de faire ce jeu de rôle en se disant, OK, j'y arrive pas pour moi-même, mais si c'était un ami, comment je lui parlerais? Quelque chose qui est très efficace, c'est en effet explorer l'autocompassion par l'écriture. Et donc, là, l'exercice propose dans le programme de s'écrire une lettre sur un problème particulier auquel on est confronté en s'appuyant sur cette démarche d'acceptation, de compassion. Après, il y a des exercices plus en lien avec le physique, ce qu'on appelle, ce que Christine Neff appelle la self-compassion break, la pause d'autocompassion, où là, on est dans une situation difficile. Souvent, on peut avoir tendance à se dire ça va aller, hein, ou quand des amis, par exemple, vous disent non mais ne t'inquiète pas, ça va aller. En fait, ici, ce qui est proposé, c'est exactement le contraire. C'est non, ce que tu vis là, en fait, c'est vraiment très difficile. En général, quand on nous dit que ça va aller alors que ça ne va pas, non seulement ça n'aide pas, mais ça crispe encore plus cette auto-agressivité ou en tout cas la réactivité. Ici, c'est l'inverse, c'est de reconnaître que la situation est difficile, s'adresser justement des mots de « ah oui, ok, c'est très difficile pour toi là en ce moment », et plutôt s'adresser des mots d'encouragement, non pas « ça va aller », mais plutôt tu peux faire face ». C'est très différent. Et évidemment aussi toujours essayer de se reconnecter du mieux possible à cette commune humanité qui fait que nous ne sommes pas seuls à vivre ce type de situation, non pas pour se comparer et se désoler, mais plutôt pour s'inspirer aussi, de se dire que, OK, c'est une expérience humaine. Alors, voilà. Autre chose qui est tirée finalement de la physiologie des mammifères, ça a été par les observations et les études éthologiques, notamment chez les grands singes, avec la maman gorille qui prend son bébé dans ses bras. Et Christine Neff, ce qu'elle a proposé, c'est de se le faire pour soi-même. Ça s'appelle le soothing touch, c'est-à-dire le toucher qui soulage. Et tout simplement parce que ça active le système nerveux parasympathique par le toucher. On connaît tous ça, quand on se cogne le genou, on met tout de suite sa main. Ça vient de cette connaissance des mammifères que poser sa main là où on a mal, eh bien, ça va avoir pour effet de déclencher, si on laisse un certain temps, quelques instants, pardon, ça tourne encore, quelques instants, sa main posée sur une partie du corps qui n'est pas forcément en souffrance, mais qui va permettre de déclencher cet effet physiologique de sécrétion notamment d'hormones d'ocytocine et de réduire l'axe corticotrope, c'est-à-dire l'hormone ACTH qui déclenche
le cortisol. Donc ça, c'est des choses aussi qui ont été étudiées au plan physiologique, qui produisent une sensation de calme, de soin, de sécurité. Et donc, dans le programme, par exemple, il y a l'apprentissage de ce type de pratiques qui sont un petit peu des clés pour le quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, sur les travaux de Christine Neff, eh bien, vous pouvez aller sur self-compassion.org où vous pourrez même vous tester pour savoir quel est votre niveau d'autocompassion en ce moment et voir comment le travailler. Il y a d'autres tests que vous pouvez faire là, sur le site de Richard Davidson de l'Université de Madison pour mieux connaître vos styles émotionnels et comment fonctionne votre cerveau. Et puis, quelques TED-conférences sur la vie émotionnelle du cerveau par Richard Davidson et par Jon Kabat-Zinn, le développement des attitudes, des 9 attitudes de la mindfulness, la patience, l'esprit du débutant, le non-effort, etc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention ou votre attention partielle et qui est tout à fait normale. Et je suis à votre disposition pour toute question. Du coup, merci beaucoup, Monsieur Cardozo. Donc, pour les questions, il y a deux questions qui s'entrecroisent. Donc, je vais laisser la parole à une des deux personnes qui a posé la question et ça répondra à une autre des questions. Puis après, il y a 2-3 questions en plus. Donc, j'appellerai les personnes qui souhaitent justement poser ces questions. Vous puissiez poser. Du coup, je vais laisser la parole d'abord à Annelise Delpy, qui a posé 2 questions. Une question va répondre aussi à la question de Madame Stéphanie Agurebeitia. J'ai peut-être mal prononcé, je suis désolée. Voilà. Du coup, déjà, ça répondra aux 2 questions, mais je laisse Madame Delpy poser ces 2 questions. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais une question, voilà, sur les... Merci déjà pour la présentation, c'était très, très intéressant. J'avais une première question qui rejoint celle de Madame Agurebeitia. C'était par rapport à la contre-indication. Je n'ai pas bien compris pourquoi une personne présentant un trouble psychiatrique, pourquoi la mindfulness peut être contre-indiquée dans ces cas-là. Et la deuxième question, c'était plus voilà, sur en France actuellement, est-ce qu'il existe déjà des programmes? Alors, il y a une dame de l'Aude qui a répondu qu'apparemment à Carcassonne, il y en avait un. Mais est-ce qu'on peut avoir voilà, une connaissance de ces programmes qui sont mis en place et est-ce que pour les professionnels de santé, il existe des formations pour accompagner justement les patients? Alors, merci beaucoup aux sections. Elles sont fondamentales. Donc, la première question, en effet, pour paraphraser Jon Kabat-Zinn, on n'apprend pas à nager quand on est en train de se noyer. C'est un petit peu ce qu'on dit. C'est-à-dire que évidemment, quand on commence à s'entraîner à la mindfulness, ça peut être très, très inconfortable au début parce que la réalité peut exploser au visage. Et donc, ça a un effet de loupe hein, lorsqu'on regarde vraiment ce qui est en train de se passer. De manière générale, on est dans le pilote automatique et la réactivité. Donc, on a développé ses propres, finalement, modalités de protection. Ce qui veut dire que personne n'aime l'inconfort. On n'aime pas l'inconfort, on n'aime pas la frustration, et c'est tout à fait logique. Donc, on essaye soit de combattre, soit de fuir, soit d'éviter. Lorsqu'on vit, par exemple, une dépression aiguë, on va être complètement débordé et on peut être complètement enfoncé, en fait, par cet effet loup. Donc, ça nécessite d'autres événements. Hein. Ça peut être tout simplement très surmené, très surchargé, un entraînement intensif. Je ne parle pas de méditer 2 minutes, je ne parle pas de ça. Je parle de l'entraînement intensif. Quand on parle d'entraînement intensif de programme, ça veut dire qu'on va pratiquer environ 45 minutes par jour, seul, chez soi, plus 2h30, 3h en groupe, pendant 8 semaines, plus une journée complète en silence, voilà, plus d'autres choses. Donc, ça veut dire qu'on est quand même pendant 8 semaines et dans sa vie quotidienne, beaucoup de pratiques informelles. Donc, on est beaucoup plus vigilant et beaucoup plus là-dessus. Si on a un divorce en cours, un gros déménagement, ça peut être n'importe quoi, ce n'est pas forcément un trouble psychiatrique.
c'est important de discuter en fait avec l'instructrice, l'instructeur qui va animer pour pouvoir mesurer quelle va être aussi la capacité de disponibilité. Parce qu'un des plus gros sujets lorsque les gens s'engagent dans un programme, on trouve ça tous très intéressant. Mais quand le premier jour, on vous dit qu'il va falloir placer 45 minutes dans votre vie déjà suroccupée, c'est déjà un premier stress. Et donc, on va travailler avec ça. Si c'est vraiment pas possible, c'est peut-être pas le moment. Donc, c'est pas forcément une contre-indication purement médicale. Hein. Ça peut être que c'est pas le moment. C'est pas le moment là maintenant. Donc, d'avoir cette conscience, parce que vous avez bien vu que on va toucher à des choses qui peuvent être extrêmement bouleversantes en fait. Donc voilà, c'est une attention très particulière à est-ce que c'est le moment pour moi, est-ce que c'est le moment de m'engager là-dessus, etc. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. Après, moi je ne peux pas vous dire vers qui aller, etc. Je vous invite à regarder, en général, il y a des annuaires avec des gens formés, de s'intéresser vraiment au parcours. N'hésitez pas à demander aux gens comment ils ont été formés, quel parcours. Voilà, une petite attention parce que c'est une chose de pratiquer pour soi, c'est autre chose d'enseigner. C'est une grosse responsabilité. Donc, voilà, un petit point d'attention. Il y a des personnes qui vont faire un week-end de mindfulness et puis parce qu'ils ont une profession qui est en lien avec les autres, vont avoir tendance à dire c'est tellement merveilleux pour moi alors qu'ils viennent de découvrir et ils ne voient pas encore tous les enjeux que ça peut avoir dans les transformations en soi, d'aller déjà transmettre aux autres. Voilà, petite attention aussi. Ça peut avoir un petit peu un effet PEPS, ah ouais, c'est génial, etc. C'est une vraie responsabilité d'accompagner les autres qui ne vont pas être tout à fait dans la même étape. Donc, moi, je vous invite à regarder sur, effectivement, donc là, le site pour Mindfulness Self-Compassion. Christine Neff et Chris Germer ont fait des formations dans toute l'Europe. Il y a peut-être quelques personnes formées en France, très peu encore sur ce programme-là. Mais en tout cas, voilà, assurez-vous qu'ils ont bien fait ce parcours avec des gens habilités à former, ça c'est important. Pour les professionnels, oui, vous pouvez commencer à regarder, il y a des DU qui maintenant existent au sein des différents CHU, notamment des universités liées à des CHU, donc il commence à y avoir des DU qui intègrent. Alors encore une fois, ça vous permet en tant que soignant de travailler pour vous-même. Là aussi, prudence lorsqu'il s'agit de partager ça avec des patients. Hein. Donc, le message là, c'est si vous êtes soignant, que vous êtes intéressé, commencez déjà par regarder comment vous pouvez entrer vous dans une démarche qui va vous permettre de pratiquer, d'avoir des pratiques au quotidien, avant d'essayer de transmettre aux patients. Je pense que c'est aussi, là aussi, là, chacun a son éthique par rapport, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais voilà, on touche quand même à une gestion du système sympathique, parasympathique, donc vous voyez tout ce que ça peut déclencher. Du coup, merci beaucoup. J'ai vu Madame Lafont de la PTA du 11 avait une question. Est-ce que vous souhaitez la poser? Pourquoi pas? Donc, vous m'entendez? Oui. Oui, ce que vous venez de dire me fait réfléchir. Bon, nous avons orienté, c'était lundi, une patiente, une personne dépressive qui arrive à la retraite, qui a essayé, bon, sous traitement, les traitements ne donnent pas des résultats satisfaisants, qui a essayé la sophrologie, la réflexologie. Bon, moi j'avais connaissance donc de ce programme MBSR sur Carcassonne, donc proposé par 2 médecins généralistes. Donc, nous avons fait cette orientation. Donc, voilà, vous me dites dépression, pas stabilisée, tout ça. Bon, ce sont des médecins, donc je suppose qu'ils vont être en capacité d'évaluer si elle est prête ou non à rentrer dans un programme. Donc, ma question, c'était de savoir si éventuellement il existe des prises en charge comme aux États-Unis. Vous disiez qu'aux États-Unis, c'était envisageable. En France, je n'en ai pas entendu parler. Voilà. Merci pour votre question. Alors, sur la première partie, oui, encore une fois, quand on parle de contre-indication, bon, il y a effectivement des pathologies psychiatriques. Après, évidemment, si c'est quelqu'un qui est suivi par exemple par un psychiatre, le psychiatre sera habilité à savoir qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, et donc ça se fait très bien en discussion entre praticiens. Encore une fois, ce n'est pas forcément une thérapie.
même si c'est parfois présenté comme ça. Il s'agit plutôt de travailler à un socle qui permet d'être plus, encore une fois, en capacité de décider pour soi, en réalité. Hein. Donc, on est vraiment là-dedans. Ce n'est pas du tout des remèdes miracles, en réalité. Hein. C'est juste être là et comprendre, avoir un petit peu l'actualité de ce qui se passe pour nous. Sur la prise en charge, c'était plutôt en Angleterre, en fait. En effet, alors ce n'est pas à l'échelle du pays, je crois que je ne sais plus très bien comment c'est organisé. Je sais qu'en Belgique, il y a certaines maintenant mutuelles qui prennent en charge le MBSR, comme vous avez voilà, je pense que tout dépend un petit peu aussi de l'avancée. Voilà, en France, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à vos questions. Oui, c'est-à-dire qu'il faut chercher éventuellement à droite, à gauche, s'il peut y avoir un financement, ne serait-ce que partiel. Ouais. Il n'y a rien d'officiel, quoi. Disons que c'est très pionnier encore. Voilà, il n'y a pas encore tout à fait de régulation. Encore une fois, si vous avez il y a des instructeurs MBSR extrêmement bien formés. Tous les instructeurs MBSR dignes de ce nom sont en capacité de vous donner leur parcours de formation. Et donc, comme ça permet… une des grandes qualités de la mindfulness, c'est la transparence. Donc, si vous sentez quelqu'un pas trop parler, alors c'est pas de la mindfulness. La mindfulness, c'est pas non plus mettre tout sur la table, mais ça quand même permet de l'assertivité, c'est-à-dire dire ok, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis capable de faire. Une formation d'un bon instructeur, c'est entre 2 et 4 ans, donc c'est forcément des gens qui ont suffisamment travaillé pour eux-mêmes. C'est pas quelqu'un qui a fait 15 jours de stage, etc., qui est en capacité, même si c'est un formidable psychothérapeute, un formidable médecin. Instruire la mindfulness, ça reste instruire la mindfulness, ce n'est pas de la thérapie. C'est un vrai entraînement à accepter la réalité, accepter les émotions, savoir gérer ça. Créer, alors c'est surtout en fait des travaux en groupe, donc c'est aussi savoir animer un groupe, gérer un groupe. C'est très différent que dans le colloque singulier où vous allez enseigner les pratiques de centrées sur le corps, de respiration ou de prise de conscience des pensées, des émotions. Ça peut tout à fait se faire en bilatéral. Ça ne bénéficiera pas là d'un grand élément caractéristique, entre guillemets, d'efficacité des programmes, qui est la dynamique de groupe. On voit bien là sur la question d'autocompassion, sur l'isolation. À partir du moment où on a des partages avec quelqu'un d'autre, on se rend compte que ce que l'on vit, c'est ce que d'autres vivent aussi, avec d'autres perspectives, et donc ça permet ce décentrage et automatiquement cette connexion et ce calme. Donc, pas automatiquement, en s'entraînant. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc, il y a une différence, encore une fois, entre méditation, dont on nous parle beaucoup, et programme basé sur des pratiques issues de la méditation, avec des pratiques formelles extrêmement bien décrites, avec une durée, etc. Donc, voilà, c'est très différent parce que souvent, moi j'entends, ah oui, est-ce que la méditation c'est efficace? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, un point important, c'est que c'est très contre-intuitif. En fait, si on faisait là un exercice ensemble de méditation, en réalité, je vous dirais tout de suite, on n'a rien à attendre de cet exercice puisqu'il s'agit de se connecter à la réalité. Donc, on n'a rien à attendre en résultat. C'est tout le paradoxe des études scientifiques. C'est qu'on n'a rien à attendre comme résultat et on mesure en fait des effets. Si on a des attentes et des résultats, automatiquement, ça engage une certaine réactivité. J'espère que ça va m'aider à réduire mon stress. Et puis, on commence à entrer dans le programme et puis on se rend compte que c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, on voit l'inconfort, on voit nos difficultés. On dit, alors, je ne comprends pas, je me suis engagé sur 8 semaines et ma vie, elle est pire qu'au début. Elle n'est pas pire, c'est juste qu'on voit mieux. On a cet effet loupe. Donc, il faut être bien accompagné. Voilà, c'est juste ce que je voulais vraiment préciser. Merci pour la question. Du coup, ça me permet de rebondir rapidement. Madame
Calmels, Sylvie Calmels, vous aviez une question en rapport avec ce qu'on vient de dire. Donc, est-ce que ça a répondu ou est-ce que vous voulez repréciser la question? Oui, merci, ça a répondu. Je pense que c'est donc pour être habilité à enseigner la méditation de pleine conscience, il faut être instructeur MBSR. Par exemple, MBSR. Oui. Alors, MBSR, c'est le programme source. Hein, on fera une séance spécifique, enfin, une conférence spécifique pour vous parler du MBSR, pour bien comprendre les enjeux. Et ensuite, les autres programmes ont été inspirés par MBSR et se sont inspirés, ont été tirés en rajoutant des composantes, comme celui dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui est plus tourné vers l'autocompassion, plus explicite en fait, parce que dans le MBSR, évidemment, l'empathie, la compassion existent, mais c'était moins explicite en termes d'exercice, en termes de travail, sur 8 semaines. Donc, ce qu'ont fait Christine Neff et Christophe Germer, c'est qu'ils ont conçu ce programme, ils l'ont évalué, des recherches continuent. Et voilà, je vous invite aussi à regarder les publications. Comme dans tout domaine, il y a à boire et à manger. Il y a des bons articles, il y a des moins bonnes études. Donc, on est dans une phase d'expansion avec des difficultés méthodologiques très claires. Hein. C'est compliqué de pouvoir avoir des groupes de comparaison puisque la mindfulness étant de fait une qualité humaine, quand on dit on prend un groupe de comparaison, bah, peut-être qu'on a un groupe de comparaison où les gens ont d'emblée un niveau. Par exemple, les militaires ont regardé les niveaux de mindfulness dans les forces spéciales. Au GIGN, ils sont tous au top avant même d'entrer. Donc, ils n'ont pas besoin de faire du MBSR. Ils sont déjà super top et on comprend parce qu'il faut avoir un certain calme pour ne pas avoir d'effets collatéraux, par exemple. C'était très choquant au début, ça avait beaucoup choqué John Kabat-Zinn quand l'armée était venue le chercher pour lui dire on aimerait que nos forces spéciales soient formées MBSR. Il ne voulait pas, il dit moi, ce n'est pas mon éthique. Après, ils lui ont expliqué, il dit oui, mais nous, quand on va sur le terrain, on est tellement en surstress qu'on peut tuer n'importe qui. Donc, il a dit ok, je veux venir vous travailler avec vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Merci à vous. Du coup, je vais rebondir sur la question de Madame Aline Legrand. Est-ce que Madame Aline Legrand, vous souhaitez poser votre question? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est le programme. Et après, est-ce qu'on a les outils pour... est-ce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'on soit ensuite armé pour être actif au quotidien avec ce que l'on a appris ou intégré, voilà. Alors, merci. Qu'est-ce qui se passe après? Super question. Je n'en sais rien ce qui se passe après, ça dépend de chacun. Mais plus sérieusement, en effet, quand on fait un programme intensif, en effet, on acquiert une certaine flexibilité du coup cognitive aussi, c'est-à-dire qu'on se connaît un peu mieux, on comprend ces schémas, on les accepte un peu mieux. Voilà, donc on se rend compte qu'en fait, en s'entraînant, et si on essaie de maintenir après une pratique régulière, alors évidemment, d'où l'avantage de faire en groupe, c'est que on rencontre aussi des gens avec qui on peut peut-être avoir des affinités. Et puis après, c'est la vie, j'allais dire, de la personne qui a envie de pratiquer. Ça dépend de sa motivation. En règle générale, c'est vrai que les instructeurs proposent ensuite parfois des séances un peu de rappel. Ça crée des groupes de pratiques qui permettent ensuite effectivement de maintenir un entraînement. Oui, mais c'est un entraînement. Donc, évidemment, il y a des gens qui naturellement vont intégrer ça comme une pratique formelle. Et puis, on apprend aussi dans l'informel. Là, pendant que je vous parle, je suis aussi conscient de mes pieds qui sont posés sur le sol, que j'ai un tout petit peu soif. Et donc, en exprimant mes besoins à moi-même, je prends un verre et je bois. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oui, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Du coup, je rebondis sur la question de Carole Alarcon. Carole, est-ce que du coup, tu souhaites poser la question? Oui, alors moi, en voyant le après, ça m'a posé aussi la question du avant, puisque bon, je travaille à l'IREPS et j'accompagne des structures, et notamment la PMI qui reçoivent des mamans, des futures mamans avec des situations assez problématiques et qui seraient
certainement très bénéficiaires d'intégrer ce type de programme. Mais l'idée, je me disais, est-ce que, bon, on a vu les principes de précaution, donc une fois qu'on a travaillé tout ça, il y a aussi la motivation et la mise en confiance pour aller vers ces programmes. Et je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas un SAS pour ces structures un petit peu institutionnelles qui reçoivent ces publics-là, de préparation? Est-ce qu'on ne peut pas faire un mini-programme préventif de préparation pour après proposer aux personnes d'intégrer cela? Voilà. Alors, merci pour cette question vraiment intéressante. On aura une session spécifique d'ailleurs sur le programme MBCP dédié aux femmes enceintes, aux couples en fait, enceintes si je puis dire. Je serai auprès de vous d'ailleurs pour cela. Avec plaisir. Je ne suis pas sûr par contre d'avoir bien compris votre question. Vers qui s'adresserait cette préparation? Alors je prends carrément l'exemple de la PMI, comme ça sera concret. Elles reçoivent des familles sur des temps individuels, sur des temps collectifs. Elles posent des constats où vraiment ce type de programme serait très utile pour ces jeunes mamans ou futures mamans. Mais même si on travaille sur ces principes de précaution, voir si elles sont en capacité ou autre, c'est les faire adhérer à aller vers ce programme, en fait, leur donner, être propositionnel, mais mise en confiance et voilà, avoir une approche préalable un petit peu pour qu'elles y aillent. Voilà. D'accord, je comprends. Alors, on est en plein, alors là, c'est vraiment très, très pionnier. Il y a on a donc ce programme qui s'appelle MBCP, dont je viendrai présenter à la rentrée prochaine, septembre-octobre, je crois. Donc, je serais ravi d'en rediscuter avec vous. L'Université de Lorraine vient de créer un DU dans lequel on contribue pour amener effectivement aussi tous les enjeux autour de la santé périnatale, des 1000 premiers jours, etc. Il y a justement donc un programme de type MBSR, qui s'appelle MBCP. On est en train d'essayer de l'implanter en France et donc on pourra en discuter. Parce qu'on est au tout début de quelque chose qui peut vraiment intéresser et on aimerait que ça puisse effectivement voir comment ça pourrait bénéficier notamment les PMI, les femmes en situation de précarité, les femmes en difficulté. Les centres sociaux par exemple aussi. Voilà. Donc, voilà, on est au début d'un long chemin, vous avez vu, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais il y a tout à fait des perspectives. En tout cas, je serais très intéressé pour en discuter avec vous. Merci. Merci à vous. Et du coup, sur une dernière question, je sais que madame a des élèves à la porte, donc, mais sa question est très intéressante, donc je laisse la parole à madame Ota pour la dernière question. Alors, moi, bonjour et merci pour votre présentation qui était très, très intéressante. Et je me demandais si votre programme va être un jour intégré dans des cursus de médecine, de santé, voilà. Parce que ce qu'on utilise pratiquement tous les jours sans le savoir, mais aussi avec des jugements qu'on a sur soi quand ça ne marche pas et qu'on se dit oh, là j'ai été nulle, là ça n'a pas marché, enfin voilà. Et je trouve que ça serait très très intéressant si dès le départ on avait ces outils. Voilà. Merci. Alors c'est vraiment merci, c'est une question centrale. Alors moi je collabore effectivement avec des DU, notamment l'équipe à l'hôpital. Au CHU à la Pitié, il y a un DU justement là-dessus et je sais que certaines universités essayent de faire entrer ça dans les formations initiales, sachant que c'est un peu un paradoxe, les professionnels de santé sont les moins armés sur l'autocompassion quand même, c'est assez extraordinaire. C'est un diagnostic qui commence à être de plus en plus partagé, ce que vous dites. Je sais que j'ai contribué par exemple à un programme avec une évaluation en 4 jours spécifique pour les soignants qui prend des éléments d'autocompassion. Donc il y a des possibilités de faire des choses plus courtes évidemment pour s'emparer, parce que là évidemment 8 semaines ça peut être compliqué aussi, hein, c'est quand même comme je l'ai dit un engagement, donc de trouver des manières que ça puisse être intégré au tout début des études, quelles que soient les études des soignants. Oui,
oui, oui. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent en comprenant à quel point la Haute Autorité de Santé, par exemple, sur un rapport sur la prévention du burn-out, a bien identifié la méditation de pleine conscience de manière générale comme les programmes qui utilisent cette approche comme pouvant être indiqués, mais pas seulement les soignants, les enseignants aussi, notamment qui sont particulièrement exposés à un stress au quotidien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Du coup, on a fait le tour de toutes les questions, si je ne me trompe pas. Si jamais vous me coupez, je pense qu'on a abordé toutes les questions posées. Du coup, je vais vous proposer, vu l'heure, de clôturer cette matinale. Je vous remercie beaucoup, Dr Cardoso, pour cette matinée très enrichissante. Et du coup, on se retrouve tous sûrement en septembre avec Monsieur Cardoso pour la prochaine matinale sur parentalité. C'est ça? Avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Voilà. Bonne journée à tous.